Bien, donc c'est parti. On termine ce matin un autre cours sur notre chapitre sur le contrat de société, et ensuite on pourra attaquer le chapitre sur la société personne morale. Alors, sur le contrat de société, on a déjà vu la question des accords préparatoires au contrat de société. Donc on a parlé, vous vous rappelez, des histoires de lettres d'intention, promesses, projet de société, société d'études. Et maintenant on voit dans cette section 2 du chapitre 1er, on voit le deuxième paragraphe sur l'application du droit commun des contrats au contrat de société. On va être assez rapide parce que il y a juste quelques points qu'on va évoquer qui sont les particularités, si vous voulez, les choses qui méritent d'être vues à titre particulier, mais on va bien sûr pas refaire tout le droit général des contrats pour se demander de temps à autre comment ça se passe avec le contrat de société. Donc, simplement, sur le contrat de société, il faut respecter bien sûr les conditions de validité requises pour tous les contrats. Aujourd'hui, après la fameuse réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016, voilà, je vois un message qui nous arrive de Tahiti pendant que je vous parle. Voilà, on a partout le beau soleil comme nous l'avons ici. En tous les cas, donc, ordonnance du 10 février 2016, vous vous rappelez de ce texte, entré en vigueur le 1er octobre 2016. Et ce texte, pour les conditions de validité du droit des contrats, ce qu'il change essentiellement, alors il retouche, on en dira un mot, quelques points particuliers, mais ce qu'il change notamment, vous savez, c'est qu'il fait disparaître la notion de cause. Bon, voilà, on ne sait pas vraiment si elle a disparu en réalité, mais il supprime formellement dans le Code civil la notion de cause pour les conditions requises d'un contrat. Aujourd'hui, il faut aller voir un article qui est l'article 1128 du Code civil. Et donc l'article 1128 du Code civil nous liste les conditions de validité requises pour les contrats. Ces conditions de validité, ce sont le consentement. Donc il faut consentir au contrat et consentir au contrat de société. Il faut être capable, donc deuxième condition, la capacité. Troisième condition, il faut... Alors avant on disait l'objet, maintenant on n'a plus ce mot d'objet, mais on parle de contenu des prestations, du contenu des obligations. Et on évoquera, il n'y a plus de cause, mais on parle de finalité. Donc on parlera aussi de la finalité qui est la quatrième condition. Avant c'était l'objet et la cause, maintenant c'est le contenu et la finalité. C'est moins beau, c'est peut-être plus clair parce que la cause, ce qu'on voulait surtout, vous avez vu ça certainement, mais c'était arrêté avec les histoires de causes objectives, causes subjectives. Donc on a voulu mettre une notion plus claire qui est celle de finalité, mais finalement ça revient un petit peu au même, comme on le verra. Alors première condition de validité, c'est la condition donc de consentement. Condition de consentement, il faut consentir au contrat de société. Il faut donc, on pourrait dire que les deux conditions du consentement, c'est qu'il doit exister et il ne doit pas être vicié. Ça évoque certainement en vous des souvenirs émus et des histoires de tableaux, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est peut-être un vrai, les sortes de chandeliers, enfin bref, voilà. Donc, le consentement doit exister, il ne doit pas être vicié. Exister, on peut aller assez vite, mais finalement, si on parle de consentement qui existe, on a l'impression qu'on renvoie à quelle notion qu'on a déjà vue. Qu'est-ce qui ressemblait pas mal au consentement qu'on a évoqué déjà ?
qui porte un nom latin, oui, l'affectio societatis, donc consentir, oui, mais comme dans tout contrat, alors avec peut-être cette coloration particulière de l'affectio societatis, et que le consentement ne soit pas vicié, ben là encore, comme dans les autres contrats, il faut que l'on n'ait pas d'erreur, que l'on n'ait pas de dol, que l'on n'ait pas de violence. C'est pas si fréquent la violence, je ne crois pas qu'il y ait véritablement d'arrêt d'ailleurs de la Cour de cassation sur la violence appliquée au contrat de société. Enfin, s'il y avait violence, ça serait plutôt un défaut d'affectio societatis, ça irait plus vite de faire la démonstration comme ça, mais vous pourriez avoir de la violence plutôt dans un contrat de cession de parts ou d'actions. On oblige quelqu'un à céder ses parts ou ses actions sous une menace illégitime. Bon, mais la violence, c'est plus théorique qu'autre chose. En revanche, l'erreur, le dol, cela peut se rencontrer. Erreur sur les qualités substantielles, pourquoi pas les qualités substantielles d'un bien que l'on apporte. Rejoignez ma société, on va exploiter un brevet incroyable qui permet, croyez-vous, de faire toute une série de choses. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est vous qui vous le croyez. Si c'est moi qui vous le disais alors que c'est faux, ce serait du dol. Mais là, c'est simplement une erreur que vous commettez sur le bien que j'apporte et qui est le bien essentiel au fonctionnement de la société. Donc peut-être qu'il y a une erreur qui affecte votre consentement. Et puis on peut imaginer que j'invente toute une série de performances que n'a pas le brevet que je suis en train d'apporter à la société, ou peut-être vous croyez que c'est Don Dero, le grand homme d'affaires, parce que j'ai un homonyme très célèbre et en réalité c'est Don Dero, le professeur de droit pas intéressant, et donc voilà, du coup, vous êtes en train de faire un... Alors ça marcherait dans quel type de société, cette erreur sur la personne ? Est-ce que tous les contrats de société, à votre avis, sont susceptibles d'être affectés de la même manière ? Oui ? Voilà, c'est plutôt les sociétés de personnes où la personnalité des associés est importante qui vont être affectées par cela. Si on est en train de constituer une société de capitaux et que je suis un apporteur de capitaux parmi les autres, sans doute qu'il n'est pas si grave que ça que je ne sois pas celui qui porte mon homonyme grand homme d'affaires. Mais, alors je vois une question passer sur les nullités, j'en traiterai un peu plus loin dans le cours. En tous les cas, j'en dirai un mot dans une minute, en tous les cas, dans une société de capitaux, il n'est pas sûr que cette erreur sur la personne ait un impact sur la validité du contrat, sauf si, bien évidemment, on arrivait à démontrer qu'en réalité, l'activité de la société repose pour beaucoup, ou est censée reposer pour beaucoup, sur ma présence, enfin, sur la présence de l'autre, là, le Don Dero homme d'affaires, sur sa présence parmi les associés. Donc, ça c'est l'erreur. Le dol, encore une fois, on peut en imaginer pas mal, que ce soit du vrai dol positif ou que ce soit du dol réticence dolosive. Donc, vous savez, le fait de ne pas révéler comment. Je ne vous ai pas dit que j'avais été condamné différentes fois pour des faillites frauduleuses, mais si, il me semble bien vous en avoir parlé. Bon, enfin voilà, ce genre de non-révélation d'informations est susceptible d'affecter la validité du contrat. Alors, on parlera plus avant des nullités, mais je vous signale tout de suite une règle qui figure à l'article L235-1 du Code de commerce. Règle qui concerne les nullités de société. Le droit européen, donc une directive de 1968 qui a été depuis reprise par une directive de 2009 puis par une directive de 2017, et bien donc le droit européen limite les causes de nullité
qui sont admissibles dans les différents droits des États membres. Donc c'est un vrai impact du droit européen, puisque vous ne pouvez pas, vous dit cette directive, c'était la première directive sur le droit des sociétés de 1968, et donc aujourd'hui c'est une directive du 14 juin 2017. Vous en avez un petit bout qui est reproduit sous l'article L235-1. Et donc on vous liste les causes admissibles, c'est-à-dire le maximum des cas qu'un État membre peut retenir comme cause de nullité d'une société. Pourquoi est-ce que le droit européen se mêle de ça? Eh bien, pour protéger les associés et les tiers. Attention à ne pas aller trop vite, parce que des fois, le lundi matin, je démarre trop vite. Donc, le droit européen limite les causes de nullité que les droits nationaux, les droits des États membres, peuvent retenir pour fonder l'annulation d'une société. Donc on va vous dire, par exemple, on vous dit la nullité ne peut être prononcée que dans les seuls cas visés au point suivant. Exemple, un des cas, c'est le défaut d'acte constitutif. Donc, pas d'acte constitutif, ça peut être une cause de nullité. Autre cas, le caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet de la société. Et on vous dit, entre autres, l'incapacité de tous les associés fondateurs. Mais on ne parle pas là-dedans des vices du consentement. Après, on vous dit des choses qui pourraient être utilisées pour fonder les vices du consentement. On vous dit le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à 2. On pourrait dire que quelqu'un qui n'a pas consenti de manière normale, dont le consentement a été vicié, on pourrait dire que cette personne, finalement, elle n'est pas vraiment associée, elle n'est pas vraiment là, mais vous voyez que le texte le texte est très restrictif quand même. Il considère qu'il y a un nombre de cas qui sont des cas assez réduits, finalement, et il interdit aux États membres de fonder la nullité d'une société. Alors je précise quand même, je ne l'ai pas fait encore, c'est la nullité des sociétés de certaines formes. La directive ne vise pour le droit français que les SARL et les sociétés par action. Donc pour ces sociétés, normalement, ne sont admissibles comme cause de nullité que les causes mentionnées par la directive. C'est pour ça que pour les sociétés commerciales, et notamment les SARL et les sociétés par action, on a un texte qui est l'article L235-1 du Code de commerce qui vient limiter les causes de nullité des sociétés commerciales et le texte dit en ce qui concerne L235-1, en ce qui concerne les SARL et les sociétés par action, la nullité de la société, en principe, ne peut pas résulter d'un vice du consentement. Le texte dit d'un vice de consentement, donc d'un vice du consentement. Alors, en réalité, le texte dit ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. Donc, pas de vice du consentement, ou pas d'incapacité, à moins que l'incapacité, celle-ci, n'atteigne tous les associés fondateurs. Mais,
doctrine et jurisprudence considèrent que ça vaut aussi pour l'incapacité. Donc, ça vaut aussi pour le vice du consentement. Donc, un vice du consentement, dans une SARL ou dans une société par action, on le reverra quand on parlera des nullités, ça peut entraîner la nullité de la société si ça atteint tous les associés fondateurs. Donc ça, c'est le vice du consentement. Et c'était la première exigence, le consentement. Deuxième exigence pour que le contrat de société soit valablement conclu, la capacité. Donc la capacité, alors aujourd'hui ces règles sur la capacité, elles ont été reprises dans le Code civil de manière un peu plus détaillée par notre ordonnance du 10 février 2016, c'est les articles 1145 et suivants qui sont importants. Donc le principe pour les personnes physiques, c'est qu'elles sont capables, sauf les restrictions apportées par la loi. Et les restrictions apportées par la loi, les restrictions les plus importantes pour les personnes physiques, c'est les incapacités de protection. C'est-à-dire que pour toute une série d'actes qui peuvent porter atteinte aux intérêts de l'incapable, qu'il s'agisse d'un mineur ou d'un majeur protégé, on va prévoir des mesures de protection et notamment l'intervention du représentant légal, que ce soit les parents, que ce soit le tuteur, qu'on a donné à cette personne frappée d'une incapacité. Donc en réalité, le contrat de société, il va suivre les règles de droit commun. Si vous concluez un contrat de société, il faudra regarder dans quelle catégorie il tombe. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un acte de la vie courante que l'incapable peut faire seul? C'est peu probable, sauf peut-être si vous faites un tout petit apport, vous achetez 3 actions d'une société, vous n'engagez pas vraiment votre patrimoine parce que c'est une société par action, donc à responsabilité limitée. En revanche, vous êtes incapable, vous avez un bien dans votre patrimoine qui est un immeuble, vous l'apportez à une société qui va peut-être le vendre demain ou le voir saisi par ses créanciers, et bien dans ce cas-là, on comprend que l'acte est beaucoup plus grave et qu'il faut l'intervention de votre représentant légal. Donc voilà, on va avoir une application du droit commun au contrat de société. Pour certains types de sociétés, vous aurez des règles particulières qui vont s'appliquer. Je pense particulièrement aux sociétés dont les associés ont automatiquement la qualité de commerçants. Les sociétés en non collectif. On vous dit, article L121-2 du Code de commerce, qu'un mineur non émancipé ne peut pas être commerçant. Donc L121-2 du Code de commerce, un mineur non émancipé ne peut pas être commerçant. Ça veut dire qu'il ne peut pas être associé d'une société en non collectif parce que dans ces sociétés, automatiquement, quand on devient associé d'une SNC, on a la qualité de commerçant. Donc, un mineur non émancipé ne peut pas être associé d'une société en non collectif. Là, pour le moment, j'avais en tête surtout les incapacités de protection.
vous pouvez avoir par ailleurs, mais c'est plus ponctuel, dans la loi ou par décision d'un juge, des interdictions d'être associé de telle ou telle société. Et là, c'est moins des mesures pour protéger la personne incapable que des mesures de sanctions ou des mesures qui protègent l'ordre public. On va interdire à telle personne de devenir associée de telle société. Mais là, ce n'est pas pour la protéger d'un acte qui serait dangereux pour elle, c'est pour empêcher qu'il y ait une prise de participation dans une société, ce qui pourrait donner lieu, par exemple, à un conflit d'intérêts. Une mesure parmi d'autres que j'ai en tête, mais il y a beaucoup de textes spéciaux, on interdit à certaines sociétés qui sont des sociétés d'économie mixte, dans lesquelles l'État a un intérêt, ou les collectivités publiques ont un intérêt, on leur interdit de devenir associés d'autres sociétés pour ne pas qu'elles se dispersent, pour ne pas qu'elles fassent autre chose que la mission que leur donne le législateur. Donc voilà une mesure qui est une incapacité, mais là ce n'est pas une incapacité protectrice et qu'on peut régler en faisant intervenir un tuteur. Là c'est une incapacité de jouissance, on interdit qu'une telle société devienne associée d'une autre. Et ce n'est pas pour la protéger, c'est parce qu'on ne veut pas que cette situation se rencontre du tout. Et ce n'est pas parce qu'on fait intervenir un tuteur, qui n'est absolument pas prévu par les textes d'ailleurs, qu'on résout la situation. Donc ça, c'était la deuxième condition, c'était la capacité. Alors, si on devient associé d'une société alors qu'on est incapable, si c'est une incapacité de protection, la sanction, ça va être quoi? Je pose une question aussi à ceux qui sont derrière leur petit écran. Je les vois là, ils sont 81, au moment où je parle. Ah non, ça baisse. Alors, oui? Oui, mais nullité de quel type? Voilà, si c'est une incapacité de protection, oui, la nullité. Voilà, donc si c'est une incapacité de protection, ce sera une nullité relative, donc susceptible éventuellement de confirmation, et que ne peut demander que la personne protégée, alors que si c'est une nullité absolue, si c'est une nullité absolue, enfin, si c'est une nullité qui protège l'intérêt général, dans ce cas-là, ce sera une nullité absolue que tout intéressé peut demander et qui, normalement, n'est pas susceptible de confirmation. Mais ça, on en reparlera parce qu'on a des règles particulières sur les régularisations en matière de société qui dérogent au droit commun. Donc, ça c'était sur la capacité. Troisième point, troisième condition, on peut l'appeler l'objet, ou le Code civil dit maintenant le contenu du contrat. Alors, on retrouve quand même, je regardais récemment le Code civil, sur ce point, on retrouve quand même le mot objet, parce qu'on nous dit l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Bon. On appelait ça jusqu'à récemment l'objet et on comprenait assez bien qu'il y avait quand même une distinction à faire, et je crois qu'il faut toujours la faire, entre l'objet de l'obligation de chacune des parties au contrat et l'objet du contrat lui-même, l'objet de l'opération contractuelle elle-même. L'objet de l'obligation de chacun des associés, on l'a déjà évoqué, c'est un apport avec l'intention de participer au résultat, et on pourrait ajouter en se comportant comme un associé avec la définition qu'on a retenue de l'affectio societatis. Donc l'obligation de l'associé, l'objet de l'obligation de l'associé, on le voit assez bien, c'est faire un apport avec les intentions qu'on a vues qui devaient être celles de l'associé.
L'objet du contrat de société, on peut dire que c'est la finalité légale de la société, c'est partager un bénéfice entre les associés ou leur faire profiter d'une économie. Mais en réalité, il ne faut pas s'arrêter là, et il y a une notion importante du droit des sociétés et qui est la notion d'objet social. Et j'en parle ici parce que c'est vrai qu'on est en train de parler de l'objet au sens du droit du contrat. On est en train de parler de l'objet au sens du droit du contrat, et en réalité, il y a une espèce de dérivation de cette notion qui est celle de l'objet social. Donc c'est le bon moment pour vous en parler. J'ai mis sur mon blog un lien vers les statuts de la société Michelin, statuts que je retrouve ici. Voilà, qui sont des statuts que vous pouvez trouver facilement sur Internet, mais vous avez comme ça le document, et ça fait une bonne illustration de ce qu'est l'objet d'une société. Quand vous constituez une société, vous devez remplir les conditions spécifiques qu'on a déjà vues, apport, intention, affectio societatis. Vous devez remplir les conditions du droit commun des contrats, mais on vous demande d'identifier quel est l'objet que vous donnez à votre société. L'objet que vous donnez à votre société, il y a un mot que mon éminent collègue, professeur émérite Yves Chaput avait, c'est C-H-A-P-U-T, donc c'est pas le publiciste, c'est son homonyme privatiste. Donc le professeur Yves Chaput avait retenu dans sa thèse, et c'est une formule qu'on a gardée parce qu'elle est très éclairante, c'est celle qui consiste à dire que l'objet social, c'est le programme que se donne la société. Ce sont toutes les activités. C'était une fin de la citation, hein. Maintenant je vous explique ce que c'est, mais je le fais moins bien que ne l'a fait Yves Chaput dans sa thèse qui était consacrée à l'objet social. Donc le programme de la société, c'est quoi? Ce sont les activités que la société envisage d'exercer. Donc si je prends l'article 2 des statuts de la société Michelin, je lis que c'est la société a pour objet donc toutes opérations et entreprises se rattachant directement ou indirectement à la production, la fabrication et la vente de caoutchouc à tous les degrés de fabrication, sous toutes les formes et pour tous usages. Ça, c'est la première partie de leur objet social. Donc, eux, ils font dans le caoutchouc, d'accord, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, concernant notamment, donc ça, c'est le deuxième point. Premier point, ils nous disent tout ce qui concerne la production, la fabrication et la vente de caoutchouc, mais parce qu'en réalité, le caoutchouc, ça les intéresse. Pourquoi ? Vous avez peut-être entendu parler de cette modeste petite société qui s'appelle Société Michelin, qui a un chiffre d'affaires qui se compte en quelques dizaines de milliards d'euros, et qui est une des sociétés, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième mondiale, mais pour le pneumatique. Donc, ils s'intéressent un tout petit peu à la production de caoutchouc pour pouvoir construire ce qu'ils vendent, à savoir des pneumatiques, et ensuite donc arrive leur objet véritable. Mais la première partie, on comprend que c'était pour contrôler la chaîne de production. Deuxième partie de leur objet, toutes opérations industrielles, commerciales et financières concernant notamment le pneumatique, ses composants et ses accessoires, et le caoutchouc manufacturé en général, la construction mécanique dans toutes ses applications et en particulier les véhicules automobiles et industriels, composants, pièces détachées et accessoires. Je ne vais pas vous lire tout l'objet social, mais ensuite on vous dit la fabrication, la vente de produits chimiques, naturels ou synthétiques et de leurs dérivés. Et vous avez encore le dépôt de brevets, de
marque, de procédés de fabrication. Voilà. Et puis, il y a une clause qu'on rencontre encore souvent, je passe un peu l'objet social encore, et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets ci-dessus spécifiés. Donc ça, c'est les choses que peut faire cette société. Mais vous comprenez où est le danger d'aller rédiger un objet social trop petit? C'est que si on avait dit que si on n'avait pas mis par exemple cette clause chapeau qui figure à la fin, qui dit et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, etc., se rattachant à l'objet social qui précède. Est-ce que la société aurait pu ouvrir un compte en banque? Est-ce que la société aurait pu louer un appartement pour loger un de ses salariés? Elle a besoin de faire circuler dans le monde des salariés, puis il y a un salarié qui doit être logé pendant 3 semaines à un endroit. Est-ce que la société peut peut conclure un bail pour loger ce salarié? On aurait pu avoir des hésitations. Donc avec cette clause parapluie, on peut l'appeler comme ça, on se dit que s'il y a une contestation, il sera toujours possible à la société de dire que ça se rattache à cet aspect, cette voiture balai, entre guillemets, qui figure à la fin de son objet social. Pourquoi c'est important d'identifier le programme qu'on donne à la société? Ça a quelles utilités, à votre avis? Oui? Contre le blanchiment d'argent. C'est vrai que les méchants qui font du blanchiment d'argent vont écrire « La société a pour objet le blanchiment d'argent sous toutes ses formes », donc c'est important. Non, je vous taquine, mais effectivement, c'est pas vraiment la première utilité de lutter contre le blanchiment d'argent. C'est oui. Pour savoir si on a de l'abus de biens sociaux. J'aurais pas dit ça non plus en premier, mais oui. Non, ce n'est pas le but de la clause parapluie. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'une société, ça peut avoir toute activité économique ou... Oui. Pour vérifier si les actes qui sont conclus ensuite sont remarqués dans la société ou pas. Alors, déjà, effectivement, pour savoir... on a un principe en droit français, c'est qu'une personne morale, ça n'a pas une capacité universelle. Alors, ce n'est pas un principe qui est affirmé très clairement par les textes. C'est un principe qui a été affirmé, on en parlera peut-être à la fin de la séance d'aujourd'hui, qu'on va parler de la capacité de la personne morale, mais l'idée c'est qu'une personne morale, ça n'a pas une capacité universelle, ça a un but. Et donc ce but, eh bien, c'est soit la loi, soit les statuts qui l'expriment, mais déjà, c'est un critère de validité des actes de la société que de savoir s'ils sont en dehors de son objet ou non. Je reviendrai là-dessus, mais ça c'est une utilité. Une autre utilité, alors quelqu'un, voilà, c'est effectivement pour limiter, je vois des questions, des réponses qui passent, pour limiter le pouvoir des dirigeants, ça recoupe ce que vous dites. Le principe de spécialité, article 1145 du Code civil, j'en parle à propos des personnes morales. Et puis c'est aussi pour savoir si la société peut exercer son activité sans autorisation particulière. Je prends un exemple, voilà, quelqu'un dit que ça doit être conforme à l'ordre public. C'est exactement ça. Je prends un exemple que je tire de l'actualité de ce matin. On vous dit ce matin que s'ouvre à Paris le procès alors c'est la banque suisse USB qui fait l'objet d'un procès pour certains titres fraude fiscale, mais au départ, qu'est-ce qui est reproché à cette banque? Enfin, c'est pas fraude fiscale, c'est évasion fiscale, titre Le Monde par exemple. Mais qu'est-ce qui est reproché? Quelqu'un a entendu cela ou vu cela? Oui. Voilà, avoir aidé des personnes à s'évader fiscalement, donc avoir mis une échelle en bas de la fenêtre de la prison fiscale. Plus concrètement, mais effectivement c'est ça qu'on reproche à la banque, c'est pas d'avoir elle-même
refuser de payer des impôts, c'est d'avoir aidé des contribuables français à trouver un système pour mettre leurs fonds à l'étranger, en Suisse particulièrement, et donc ne pas avoir à payer d'impôts. Je simplifie beaucoup les choses, mais voilà, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à la banque? Parce qu'après tout, une banque peut aller proposer à ses clients, dans une certaine mesure, des produits des produits financiers qui sont fiscalement intéressants. Mais ça part de quoi au départ? On parle de démarchage bancaire illicite. Parce que la banque en question, qui est une banque suisse, n'avait pas l'autorisation de démarcher des clients en France. Alors elle avait une filiale en France, mais la filiale, c'est une société distincte. Et donc la question, c'est de savoir si la banque suisse a pu démarcher des clients en France. Est-ce que tout le monde peut proposer au public français d'ouvrir un compte n'importe où à l'étranger ou d'avoir... voilà. Est-ce qu'on peut faire une activité de banque librement, pour parler simplement? La réponse est non. Il faut faire partie des entreprises qui sont autorisées à ça. Il y a en France un monopole qui est réservé d'abord aux banques et avec des dérogations particulières à d'autres entreprises. Et donc, on ne peut pas faire de démarchage bancaire en France, donc proposer des produits qui relèvent de l'activité bancaire, si on n'a pas un agrément d'établissement de crédit ou de société de financement, en tous les cas, si on n'a pas une autorisation particulière. Et dans le cadre de l'Union européenne, vous avez ce qu'on appelle un passeport, c'est-à-dire qu'une banque européenne peut proposer des services bancaires dans les autres États de l'Union européenne, sous certaines conditions, mais voilà, ça ne s'étend pas à la Suisse. Donc, si je veux faire une banque aujourd'hui, je veux constituer une société pour exercer une activité de banque, eh bien, je vais mettre dans mon objet social que ma société exerce son objet social, c'est toute opération de crédit, et puis on va lister ouvrir des comptes à des clients, recueillir des fonds du public, on va lister ce que sont les activités bancaires que ma société peut faire. Et en fonction de ça, il me faudra peut-être des autorisations, c'est-à-dire que quand je vais aller au registre du commerce et des sociétés avec mes statuts, le greffier va me demander: très bien, je vois que votre activité, c'est une activité réglementée. Est-ce que vous avez un agrément d'établissement de crédit qui vous a été donné? Est-ce que vous avez les conditions de capital social qui sont requises pour les activités de crédit? Donc, le greffier va faire cette vérification. Si le greffier ne la faisait pas, et immatriculer quand même ma société et qu'elle commence à exercer une activité sans l'agrément requis, peut-être que les actes seront nuls, ça se discute. Sans doute, je commettrai un délit parce que l'exercice illégal de l'activité de banque, c'est un délit avec des sanctions pénales lourdes. Donc, voilà. Dire dans les statuts ce qu'est l'objet de la société, ça permet d'identifier les conditions que doit respecter la société pour faire cette activité. Vous avez toute une liste, vous la trouvez par exemple dans le l'AMI Société Commerciale, c'est bien fait, vous avez toute une liste, activité par activité, des autorisations qu'il faut avoir en fonction de l'activité que vous exercez. Si vous voulez faire du transport de personnes, il faudra avoir des autorisations administratives particulières, il faudra peut-être que les dirigeants de la société aient tel diplôme ou telle caractéristique. Dans d'autres secteurs, on va demander d'autres caractéristiques. Ça peut être, des fois, on peut demander une caractéristique de nationalité encore. On peut demander des caractéristiques de diplôme, enfin des conditions de diplôme. On peut demander des conditions de moralité.
Donc, quand on regarde l'objet de la société, ça permet de savoir quelles sont les conditions à respecter pour que la société puisse exercer son activité. Ce qui pose une question importante, je vous taquinais tout à l'heure en vous disant le blanchiment. Alors le blanchiment, ça peut être réalisé par le biais d'une société. L'idée, c'est que vous avez de l'argent que vous avez récupéré d'une activité illicite et vous voulez le réinjecter dans le système financier en dissimulant son origine illicite, et les sociétés, c'est un des instruments qu'utilisent les blanchisseurs pour rendre plus difficile le fait de tracer l'origine de l'argent. C'est vrai. Mais effectivement, ils ne vont pas mettre cela, ils vont avoir un objet qui pour le coup va être licite. La question qui se pose par contre, c'est de savoir si une société qui a sur le papier un objet licite, mais qui exerce une activité illicite, est-ce que cette société, est-ce qu'elle est nulle ou est-ce qu'elle est valable? Si on s'en tient à la lettre de ces statuts, elle est valable, mais si on voit qu'en réalité elle exerce une activité illicite, on a envie de dire qu'il faut mettre fin à ces activités. Du point de vue de la validité de la société, si on était en droit des contrats, un contrat dont le but, et vous voyez qu'on est déjà passé insensiblement, quand on parle de but, on est passé à quelle notion en réalité? C'est la notion de finalité, c'est l'ancienne notion de cause. Un contrat dont la finalité, la cause, c'est accomplir une activité contraire à l'ordre public. La sanction qu'on lui donne à ce contrat, c'est quoi? C'est la nullité. Un bail, par exemple, d'un appartement pour un loyer d'un prix qui ne pose pas de conditions ni trop bas ni trop élevé, il n'est ni dérisoire ni tellement élevé qu'on considère qu'il n'y a pas de contrepartie en face. Donc un bail qui est parfaitement valable, capacité des parties, très bien, consentement, objet, mais ce bail permet de loger des terroristes, par exemple. Eh bien, ce bail, même si les obligations du locataire et les obligations du bailleur ne posent pas de problème, sa finalité, si c'est de porter atteinte à l'ordre public, sa finalité permet de demander au juge son annulation. Pour les sociétés, c'est différent, parce que les sociétés, elles ont ce régime strict qui est celui du droit, issu du droit européen, et donc on a effectivement l'objet contraire à l'ordre public comme cause de nullité, c'est vrai, mais lorsqu'il a fallu appliquer cette notion, la Cour de justice de l'Union européenne, qui à l'époque s'appelait Cour de justice des communautés européennes, c'est un arrêt important qui s'appelle l'arrêt Marleasing, M-A-R-L-E-A-S-I-N-G. Donc, Cour de justice des communautés européennes, 13 novembre 1990, vous dit quoi? Vous dit que l'illicéité de l'objet s'apprécie au regard de la lettre des statuts, pas au regard de l'activité réelle de la société. Ce qui peut surprendre un petit peu. Donc l'illicéité, nous dit cet arrêt, s'apprécie au regard de l'objet qui est dans la lettre des statuts
et pas au regard de l'activité réelle. Ça veut dire qu'une société qui fait du blanchiment d'argent, par exemple, est-ce qu'on peut obtenir son annulation? La réponse est non. Pas en tous les cas au motif que son objet est contraire à l'ordre public. Alors on se dit, mais le droit européen est nul, puisqu'il interdit de faire annuler une société dont l'objet est contraire à l'ordre public. En réalité, ça n'interdit pas toute une série d'autres sanctions. Une société qui exerce une activité illicite, elle pourra faire l'objet d'une dissolution. Mais une dissolution, ce n'est pas une nullité. Une dissolution, c'est qu'en cours de vie sociale, on met fin à son existence pour le futur. Mais ce n'est pas le contrat de société qui est nul au départ. On a une approche plus restrictive ici des nullités quand on est sous l'empire du droit européen. Donc ce que je viens de dire, ça concerne les SARL et les sociétés par action. D'accord ? Donc cet arrêt Marleasing vous dit que la nullité pour illicéité de l'objet, on l'apprécie au regard de la lettre des statuts, pas au regard de l'activité réelle. C'est intéressant d'ailleurs cette décision parce qu'il y a vraiment une pesée des intérêts. D'un côté, on veut protéger les tiers de manière plus générale en disant qu'il ne faut pas annuler trop facilement les sociétés, mais ça se fait peut-être au détriment de l'ordre public de chacun des États membres parce qu'on interdit d'annuler une société pour illicéité de son activité réelle. Oui ? Alors, ce que vous dites est effectivement intéressant. Si on annulait, on ne pourrait plus constater l'infraction parce qu'on aurait mis en place une solution qui est, enfin une sanction pardon, qui est rétroactive. Donc, on ne pourrait plus. Il y aura peut-être un problème parce qu'on ne pourrait plus condamner pour des actes qui n'ont plus de validité. Mais ceci dit, la nullité d'une société, on verra qu'elle ne produit d'effet que pour l'avenir. Donc, à la rigueur, on n'aurait même pas eu ce... Non, mais on ne l'a pas encore vu, donc c'est normal. Mais à la rigueur, on n'aurait même pas ce problème-là. Votre observation est pertinente. On n'aurait même pas ce problème-là. Mais c'est qu'on n'a pas voulu, en réalité, pourquoi cet arrêt Marleasing dit cela? C'est parce que, finalement, chaque État membre pourrait avoir une conception très large de son ordre public et pourrait faire annuler plein de sociétés dès lors qu'elles portent atteinte d'une manière ou d'une autre à telle ou telle règle impérative du droit national, et donc on n'a pas envie que ça soit la porte ouverte aux annulations de sociétés en disant mais regardez, elle a violé telle règle, c'est donc que son objet social, qui ne mentionne pas la violation de la règle, c'est donc que son objet social est illicite, il faut annuler la société. Il y a aussi la difficulté à savoir, la nullité, ça concerne un vice qui affecte l'acte au moment de sa constitution. Il y a aussi le problème de savoir si c'est dans l'activité réelle, est-ce que c'était là depuis le début, auquel cas, oui, c'est vraiment une cause de nullité, ou est-ce que c'est apparu en cours de route, et donc ça n'est plus la sanction de nullité qui doit s'appliquer, mais une autre sanction de dissolution, pourquoi pas, mais pas la nullité, qui, je le rappelle, sanctionne un vice au moment de la constitution de l'acte. Bon, donc, ça, c'était les conditions requises du droit commun des contrats, avec pour l'objet, le contenu et la finalité, quelques particularités qui tiennent notamment à cette notion d'objet social. Voilà. Mais c'est plus compliqué de voir apparaître effectivement l'objet et la cause par rapport au contrat classique que vous connaissez. Donc, on a terminé sur ce premier chapitre qui était consacré au contrat de société. On voit maintenant le chapitre 2 de ce cours qui est consacré à la société, personne morale. Je
rappelle que sur le contrat de société, on a dit que la plupart des sociétés viennent d'un contrat. Le papa société et la maman société se rencontrent. Bref, donc, un contrat dans la plupart des sociétés, sauf deux hypothèses qui sont la société à un seul associé. C'est pas un contrat, on ne fait pas un contrat tout seul, c'est un acte juridique unilatéral quand la loi l'autorise. Et l'autre hypothèse, c'est la société créée de fait, où le juge va dire qu'au vu du comportement de telle et telle personne, il considère il reconnaît l'existence d'une société. Certains ont parlé de quasi-contrat de société pour parler de cette société créée de fait. On va en parler dans ce chapitre, de la société créée de fait. Là, on parle donc, dans ce chapitre, de la notion de société personne morale. Le chapitre dont on sort, c'est sur l'aspect contrat. Mais la société, elle a cette particularité, c'est que beaucoup de sociétés, la grande majorité des sociétés, sont aussi des personnes morales. J'avais dit dans l'introduction que le mot société, ça désignait le contrat, notre société, la société qu'on a créée, vous et moi, c'est notre relation à nous les associés. Et puis, ça désigne aussi, quand vous dites « j'ai été engagé par la société un tel », ça désigne une personne morale, donc un sujet de droit, avec une capacité et un patrimoine propre. Cette notion de personne morale, vous l'avez déjà étudiée, vous savez tout ce qu'il y a à dire sur, vous connaissez les grandes lignes et les grandes critiques de la notion, notamment le fait qu'on les appelle personnes morales, mais on en a parlé dans ce cadre même, donc sur ces généralités, je serai extrêmement rapide. On va voir 3 points, 3 sections sur la société personne morale. On ne va pas commencer par voir comment on devient une société personne morale, on va commencer plutôt, pour être plus pragmatique, on va commencer par voir à quoi ça sert. Toujours la grande question à se poser, je trouve, quand on fait du droit, c'est à quoi ça sert. C'est un conseil que je vous donne au moment de choisir un sujet de mémoire ou un sujet de thèse, mais quand vous serez en 5e année et que vous ferez un mémoire ou un rapport de stage, vous êtes peut-être fasciné par l'idée d'étudier telle ou telle notion pendant 6 mois ou pendant plusieurs années, mais ça vaut la peine de se demander à quoi ça sert. Si personne n'utilise la notion, peut-être que votre employabilité en sera réduite. Alors, il y a des sujets de thèse qui ont d'autres utilités, mais si vous faites des mémoires, pensez aussi qu'il faut peut-être séduire de potentiels employeurs derrière, donc ça vaut la peine de regarder si on peut donner un aspect plus pratique à votre sujet ou si le sujet ne mériterait pas d'être heureux. En tous les cas, on va commencer par voir les enjeux, c'est la première section, de la personnification. Certains parlent de la personnalisation. Pour moi, personnaliser, c'est autre chose, c'est customiser. Mais donc, voilà, moi je dis la personnification, certains disent la personnalisation. Donc les enjeux, on va voir quels sont ces enjeux. On verra ensuite ce qu'il faut faire pour devenir une personne morale. Et on verra, dernière section, les sociétés non immatriculées, les sociétés qui n'ont pas la personnalité morale, les pauvres, on verra ce qui leur arrive. Ce sont les sociétés en participation et les sociétés créées de fait, dont on a déjà parlé. Donc, section première, les enjeux de la personnification. Comme on est chez les juristes, on a
un plan de cette section en deux parties, effets principaux, effets secondaires. Déjà parce que c'est mieux d'avoir un plan en deux parties, et ensuite parce que sinon on aurait pu voir en vrac tous les effets. Mais c'est vrai que les effets principaux, on n'a pas de mal, on va voir, c'est la capacité et le patrimoine, on n'a pas de mal à dire que les effets principaux, c'est vraiment le cœur d'être une personne morale, c'est d'avoir cette capacité et ce patrimoine. Vous ne pouvez pas retirer l'un ou l'autre de ces éléments. Si vous le retirez, vous n'avez plus affaire à une personne morale. Les autres effets qu'on va voir, qui seront la dénomination sociale, le fait d'avoir un nom, le siège social, le fait d'avoir une localisation, la nationalité, un système juridique de rattachement, et une durée déterminée, eh bien, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est des effets secondaires? Alors, pour certains, on pourrait carrément s'en passer. Après tout, on pourrait avoir une personne morale qui n'a pas de nom. Elle serait forcément identifiée, mais elle serait identifiée d'une autre manière. Et puis, on pourrait avoir une société qui n'a pas de nationalité, qui est régie par ses seuls statuts. Bon, ça pourrait ressembler un peu d'ailleurs au fameux smart contract dont on parle aujourd'hui. Je toucherai un mot de ça si ça peut vous intéresser un peu. En tous les cas, donc on comprend qu'il y a des effets qui sont vraiment le cœur de la notion et des effets qui sont plus secondaires, qui sont des effets plus d'utilité ou plus d'affinement du régime de la personne morale. Alors ces effets, ces premiers effets, ces effets principaux, paragraphe premier, ce sont la capacité juridique et le patrimoine. Le plus important, bien sûr, c'est la... C'est-à-dire, on a parlé d'ailleurs il y a peu de temps de la capacité comme condition de validité du contrat. La capacité juridique, c'est l'aptitude à acquérir des droits et des obligations. La capacité juridique, c'est l'aptitude à acquérir des droits et des obligations. Si vous êtes une personne physique, vous avez forcément la personnalité juridique et donc vous avez forcément la capacité juridique. Nuance à ça, votre capacité juridique peut être réduite. Là, je fais juste un rappel de votre cours de première année, on le voit en introduction au droit, ou vous l'avez peut-être vu en droit des contrats. La capacité juridique, elle peut être réduite, soit parce que vous êtes mineur ou majeur protégé, on en a parlé tout à l'heure, et donc vous avez une incapacité d'exercice, vous ne pouvez faire certains actes qu'avec l'assistance de votre représentant légal, on l'a évoqué tout à l'heure, ça c'est les personnes physiques. Soit, ponctuellement, on vous interdit de faire tel ou tel acte. Par exemple, si vous êtes un mandataire chargé de vendre un bien, le Code civil vous interdit de vous porter acquéreur du bien. C'est l'interdiction de contrepartie. Vous verrez ça cette année en droit des contrats spéciaux quand vous étudiez la vente. Bon, vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs. En tous les cas, voilà, ça c'est une incapacité de jouissance. Et ça, vous pouvez vous faire représenter autant que vous voulez. Vous n'avez pas le droit. C'est un droit que vous n'avez pas. On vous interdit de le faire, point barre. Ça, c'est les personnes physiques. Les personnes morales, déjà, on ne comprend pas bien ce que c'est une personne morale. C'est quoi? C'est, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un groupement de personnes et ou de biens
Pourquoi je dis un groupement de personnes et ou de biens? Si on est une société avec 7 actionnaires, par exemple, comme on demandait autrefois pour les sociétés anonymes, si on est une société avec 7 actionnaires, on peut dire qu'on est un groupement de personnes. Et comme on a fait des apports, on peut dire qu'on a un groupement de personnes et de biens. Est-ce qu'on pourrait être un groupement que de personnes? Non? Voilà, exactement. Si on est tous des apporteurs en industrie, on arrive, on n'a rien. Hein. On a juste nous et notre apport qu'on fera pour la société, mais on pourrait avoir un groupement qui n'est que de personnes. Et pourquoi je dis et ou de biens? Quand est-ce que la société n'est pas un groupement de personnes? Société par action. Alors, votre réponse n'est pas tout à fait celle que je voulais, mais elle est pertinente. Parce que, effectivement, les sociétés par action ne sont pas des sociétés de personnes. Mais elles rassemblent quand même des associés, donc on peut dire que c'est un groupement de personnes. Sauf quand, voilà, une société unipersonnelle, c'est difficile de dire que c'est un groupement de personnes. Donc, quand on a un associé ou un actionnaire, ce n'est pas un groupement de personnes, c'est un groupement de biens, parce qu'il a rassemblé des apports, et puis c'est des sociétés pour lesquelles on ne peut pas avoir, il faut avoir un capital d'1 euro au moins, donc on a au moins un petit bien. En tous les cas, on peut dire que les personnes morales, ce sont des groupements de personnes et de biens. Mais c'est vrai qu'on a... les personnes morales, il y a toutes sortes de choses. Là, pour le moment, je prends plutôt sous l'angle société. On a les associations, on a les fondations, on a les GIE, on a plein de personnes, on a l'État, on a plein de personnes morales différentes. Les sociétés, c'est une des catégories de personnes morales. Et donc, ces personnes morales que sont les sociétés, si elles sont bien des personnes morales, elles ont le premier effet, qui est donc la capacité. Capacité à acquérir des droits et des obligations. Comment est-ce que la société acquiert des droits? Notamment par des contrats qu'elle va conclure. Deuxième année, premier semestre. Notamment, ça c'est pour des droits. Elle va acquérir des obligations par le contrat aussi. Si une société conclut un contrat de vente, elle devient propriétaire du bien, mais elle contracte l'obligation de payer le prix. Est-ce qu'une société peut engager sa responsabilité civile délictuelle? Deuxième année, deuxième semestre. Une société, ça peut engager sa responsabilité délictuelle alors que c'est une espèce de fantôme. Il y a des associés, mais la société, elle n'existe pas vraiment. Vous pensez qu'elle peut engager sa responsabilité civile délictuelle? Ah, la société, elle m'a fait mal. Alors, c'est possible ça? Oui, une société peut engager sa responsabilité civile délictuelle, mais comment elle fait? Pour vous donner un coup de poing dans l'œil, la société. Voilà, elle utilise son préposé. Les salariés de telle société sont venus et ils m'ont expliqué que si je ne vendais pas mon immeuble pour un prix très faible à la société, j'aurais plein de problèmes. D'ailleurs, ils ont commencé à me montrer certains des problèmes en question. Bon, voilà, là c'est la société. Alors, là, on est déjà en train d'aller vers le pénal, on va en parler dans un instant. Mais la société,
Si elle engage sa responsabilité civile délictuelle, elle va le faire forcément par le biais de quelqu'un qui agit pour son compte, que ce soit effectivement des préposés, des salariés de la société, ou que ce soit, mais votre terme de préposé est très juste parce que vous renvoyez à la responsabilité comme étant préposé, mais ça peut être aussi parce que les organes de la société commettent des fautes et que ces fautes engagent directement la responsabilité de la société. Et cette responsabilité de la société, cette responsabilité civile, ce n'est pas qu'une responsabilité comme étant préposée, ça peut être aussi une responsabilité directe. Parce que certaines fautes commises par les dirigeants de la société, eh bien ces fautes vont entraîner la responsabilité au sens de l'article 1240 du Code civil, ex-1382. Vous avez un projet de réforme de la responsabilité civile qui est en cours de préparation. C'est porté par la chancellerie. Je ne sais pas exactement quand est-ce que... On parle de courant 2019, d'accord, mais voilà, on ne sait pas si ça va être une ordonnance, si ça va être une loi. Le projet, il y a un avant-projet qui a circulé, ce n'est pas encore un projet de loi, il y a un avant-projet qui a circulé, qui était assez bien avancé et qui avait l'air de s'interroger. Pourquoi est-ce qu'il avait l'air de s'interroger sur la responsabilité des personnes morales? Parce qu'il mettait les modifications possibles entre petits crochets. Il ne le mettait pas pour les autres choses qu'il voulait faire, mais pour la responsabilité des personnes morales, on le mettait entre petits crochets et on suggérait qu'il faudrait, pour l'avenir, un défaut de fonctionnement, un défaut d'organisation de la personne morale pour qu'on puisse engager sa responsabilité. Bon, c'est encore que l'avant-projet qui disait cela, mais certaines voix se sont élevées pour dire qu'on allait peut-être compliquer la tâche des victimes si, en plus de montrer qu'elles avaient un préjudice et qu'une faute avait été commise, il fallait qu'elles aillent montrer qu'à l'intérieur de la personne morale, il y a eu un problème d'organisation, un problème de fonctionnement des organes de la personne morale. En tous les cas, la capacité, ça veut dire qu'on peut engager sa responsabilité civile délictuelle, mais aussi sa responsabilité civile contractuelle. La société a conclu un contrat, la société n'exécute pas ce contrat, eh bien, vous pouvez lui demander des dommages et intérêts pour inexécution du contrat. Vous avez un abonnement pour votre téléphone mobile, par exemple, vous n'arrivez pas à passer d'appel, l'opérateur engage sa responsabilité. Est-ce que vous imaginez qu'on vous dise « Ah non, désolé, nous on n'est que la personne morale, il faut que vous alliez trouver qui est le technicien qui a mal fait le branchement sur le fil de notre réseau, ça se passe sûrement pas comme ça, mais débrouillez-vous, nous, présomption d'innocence, nous on n'y est pour rien, par contre merci de faire votre chèque à la fin du mois, parce que vous avez quand même un contrat, bon, donc voilà. Donc, une personne morale qui conclut un contrat, si le contrat est mal exécuté par cette personne morale, elle engage sa responsabilité civile contractuelle. Grande question, est-ce que les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale? Est-ce qu'on peut mettre une personne morale en prison? Ouvrez-moi, je suis la société Intel. Non, on ne peut pas mettre une personne morale en prison, mais on peut lui faire plein de choses désagréables, on peut lui faire payer une amende, on peut lui interdire de faire certaines activités, on peut la dissoudre, quelle horreur. En tous les cas, on peut prévoir, on peut imaginer des sanctions particulières contre les personnes morales. Pendant longtemps, le droit français
considéré que ça n'était pas possible. L'explication, on l'a donnée en latin, societas non delinquere potest. Bien sûr, la société ne peut pas commettre de délit. Pourquoi est-ce qu'une société ne peut pas engager sa responsabilité pénale? Eh bien, parce qu'une société ne peut pas commettre de délit. Donc, si une société ne peut pas commettre de délit, c'est parce qu'une société ne peut pas commettre de délit. Tout cela est une grande logique. À un moment, on s'est dit quand même, pour faire plus sérieux, on va le dire en latin. Pourquoi est-ce qu'une société ne peut pas commettre de délit? Mais parce que societas non delinquere potest. Donc, tout est dit, tout est clairement expliqué. Plus sérieusement, notre système juridique n'admettait pas de sanctions pénales, de responsabilité pénale des personnes morales, et il ne prévoyait pas de sanctions pénales adaptées aux personnes morales. La prison, bien sûr, ça ne marchait pas. On va enfermer vos statuts pendant 10 ans, dans un tiroir. Bon, c'est dur, mais bon. En tous les cas, il n'y avait pas de responsabilité pénale des personnes morales jusqu'au 1er mars 1994, où on a mis en place, on a institué le nouveau code pénal. À l'article 121-2 du nouveau code pénal, texte qui est reproduit dans votre code des sociétés. Le texte dit quoi? Il dit que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, ce qui suit est important, des infractions commises pour leur compte, donc responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Donc ça, c'est l'article 121.2. En 1994, quand la responsabilité pénale des personnes morales est mise en place, il y avait une règle qui a disparu 10 ans plus tard, c'était la règle de spécialité. C'est-à-dire qu'il fallait, à chaque fois, pour qu'une infraction soit applicable à une personne morale, que l'infraction en question vise expressément les personnes morales. Par exemple, on vous disait le vol est puni de 3 ans de prison, etc. Et on vous disait le vol, dans le code pénal, on avait ajouté toute une série d'infractions spécifiques en vous disant le vol peut être commis par une personne morale. Donc il y avait un principe qu'on appelle de spécialité. Principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales. Il fallait que l'infraction vise spécifiquement les personnes morales. Et puis, une loi du 9 mars 2004, une loi Perben, je crois que c'est Perben 2, dans mon souvenir, une loi du 9 mars 2004, P-E-R-B-E-N, Dominique Perben, garde des Sceaux de l'époque, une loi du 9 mars 2004 va faire sauter ce principe de spécialité. Donc aujourd'hui, tout délit peut être commis, entre guillemets, par une personne morale. En réalité, c'est pour le compte d'une personne morale.
Pourquoi est-ce qu'on a envie de sanctionner pénalement les personnes morales? Vous vous rappelez de la visite de François Mazon l'autre jour dans notre amphi, qui vous parlait de la responsabilité des dirigeants de société, la responsabilité pénale des dirigeants de société. Dans le code pénal et dans plein d'autres codes, parce qu'en France on aime bien les sanctions pénales, vous avez toute une batterie de textes qui vous disent que si vous ne respectez pas telle obligation, vous avez une sanction d'1 an de prison et 9 000 € d'amende, ou des fois c'est 3 ans de prison, des fois c'est 5 ans de prison. Bon. J'entendais à la radio ce matin, telle compagnie maritime est poursuivie pour n'avoir pas respecté dans un port français les seuils d'émission maximum de polluants par le moteur d'un de ces navires, et on vous dit que le capitaine du navire encourt la peine. Alors, le journaliste disait encourt en théorie, parce qu'effectivement, vous n'avez pas beaucoup de condamnations de ce type-là, mais encourt en théorie 1 an de prison. Donc vous avez, dans plein de textes, dans le Code du travail, dans le Code de l'environnement, de très nombreux textes prévoient, en plus du Code pénal, des sanctions pénales. Pourquoi? Parce qu'on se dit que pour être sûr qu'une mesure soit appliquée, c'est bien de prévoir que ceux qui ne la respectent pas courent le risque au moins d'aller en prison. Après, la politique pénale fait que ce n'est pas forcément poursuivi, mais au moins, sur le papier, il y a marqué qu'on peut aller en prison. Les dirigeants, les chefs d'entreprise, les dirigeants de société, on le disait l'autre jour quand on intervenait ici à 2 sur la question, eh bien, les textes ne disent pas comment ça se passe pour eux. On vous dit que celui qui a tel comportement commet le délit de, quel que soit le nom du délit, et encourt la peine de 3 ans de prison et 10 000 € d'amende. Voilà comment ça se passe. On ne vous dit pas, si c'est dans le cadre d'une entreprise, alors le chef d'entreprise peut être responsable, mais pas s'il démontre que. Il n'y a rien sur la responsabilité du chef d'entreprise. Du coup, c'est la jurisprudence et la pratique qui ont pris le relais. Si une infraction est commise dans le cadre d'une entreprise, celui dont on voit qu'il commet l'infraction est responsable pénalement. Dans le cadre d'une entreprise, si un salarié frappe un client par exemple, ce salarié va personnellement être responsable pénalement. Mais il est possible que la responsabilité pénale soit attribuée au chef d'entreprise. Alors pas forcément dans le cas que je vous donne, du salarié qui frappe un client, mais pour beaucoup d'infractions, on aura du mal à les rattacher à une personne particulière dans l'entreprise. Par exemple, une atteinte au droit de l'environnement. Par exemple, un défaut d'assurance obligatoire. Pour ces différentes infractions, on va être tenté de poursuivre le chef d'entreprise. C'est ça que disait François Mazon l'autre jour. Quelqu'un dans l'entreprise est soupçonné de délit de favoritisme. Alors c'était recel de favoritisme, ça veut dire qu'un marché public a été attribué à l'entreprise, les règles du jeu ont été faussées. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un salarié était très ami avec la personne qui organisait le marché public, le maire ou le responsable public qui organisait le marché public, et qu'il l'a invité en vacances et lui a fait des cadeaux pour que le marché public soit attribué à l'entreprise. Et ça, on en a la preuve. L'entreprise est peut-être responsable en tant qu'entreprise, donc en tant que personne morale. Mais qui sont les personnes qui ont commis vraiment le délit? Si on n'arrive pas à identifier le salarié,
c'est assez possible que ça tombe sur le chef d'entreprise, c'est-à-dire le dirigeant. Le but de la responsabilité pénale des personnes morales, il y avait deux buts en réalité. Un premier but, c'était de mieux sanctionner les délits. Si on frappe la personne morale, on frappe aussi l'entreprise, donc on va décourager les comportements illicites qui sont commis dans le cadre de l'entreprise. Si je dis aux salariés, pour obtenir des contrats auprès des clients, vous y allez en force, vous rentrez dans les maisons, vous frappez les clients, et ça c'est du démarchage, les gars. Si je dis ça, c'est vrai que ceux qui font les infractions pénales, matériellement, c'est les salariés qui vont frapper les clients. Mais si on arrive à prouver que l'entreprise encourage ce comportement, si on peut sanctionner l'entreprise, on va davantage réprimer ce type de comportement. Donc, premier objectif, c'est mieux sanctionner. Et puis l'autre objectif qui était derrière, c'était aussi de moins sanctionner le chef d'entreprise qui n'y était pas forcément pour grand-chose. Alors ça partait des entreprises, mais ça partait aussi, François Mazon, vous l'avez dit l'autre jour, des mairies. Et l'exemple qui était donné, c'était toujours le maire qui allait être poursuivi pénalement parce que dans une école de la commune, un enfant se blessait en se suspendant aux cages de foot ou au panier de basket, le truc tombait, l'enfant était gravement blessé, et à ce moment-là, on disait, mais qui a commis cette blessure, ce délit de blessure par imprudence? On ne sait pas qui a mal attaché, ou on ne sait pas qui a acheté le panneau trop fragile, ou qui n'a pas indiqué que c'était dangereux de se suspendre, et donc ça tombait sur le maire en tant que, entre guillemets, chef d'entreprise. Et donc, si on dit que c'est, si on dit que c'est pas le maire, si on dit que c'est la commune qui est responsable, peut-être que le maire sera moins poursuivi. On ne veut pas que ça soit systématiquement le cas, parce que si vous dites que quand vous poursuivez la personne morale, vous ne poursuivez pas les personnes physiques qui ont fait vraiment les infractions, on va avoir un problème. Parce que, imaginons que si les salariés frappent les clients et que la personne morale est poursuivie, alors les salariés auront une immunité pénale. On ne peut pas sanctionner deux fois pour la même chose. Donc, nous, on frappe les clients, mais c'est la société qui a des amendes et qui est poursuivie pénalement. On verra bien ce qui arrive. La société a des avocats, on laisse faire. Ça serait très dangereux pour l'ordre public. Donc, on a prévu la règle qui est à l'article 121-2 aussi. On nous dit la responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Mais je vais faire couvrir la question et on la développera demain. Pour qu'une infraction soit imputée à une personne morale, soit attribuée à une personne morale, il faut, nous dit le texte, que l'infraction ait été commise pour le compte de la personne morale par ses organes ou représentants. Il faut qu'une infraction ait été commise pour le compte de la personne morale par ses organes ou représentants. Et ça, on va voir que c'est une condition qui pose quelques petites difficultés d'application. Ça veut dire quoi par ses organes ou représentants? Est-ce que tout salarié de la personne morale est considéré comme organe ou représentant de la personne morale? On peut déjà dire que non. Un organe, c'est les organes dirigeants ou organes de surveillance
de la personne morale prévue par la loi ou par les statuts. Et le représentant, c'est celui qui a le pouvoir d'accomplir des actes juridiques au nom de la personne morale. Donc c'est quelqu'un qui a reçu un mandat ou une délégation de pouvoir pour faire des actes au nom de la personne morale. On verra demain comment la jurisprudence a appliqué ça. Je vous ai mis en lien, je l'ai mis sur Twitter hier soir, vous le trouvez assez facilement hors Twitter, j'ai mis en lien sur le blog du Club des juristes. Vous avez 3 questions posées à mon collègue Antoine Godmet sur la responsabilité pénale de la société Lafarge-Holcim pour, vous savez, des financements qui auraient pu aller à des organisations terroristes. Et je vous demande de lire, en complément de ce cours, les 3 questions et réponses qui sont données sur le sujet. C'est assez intéressant pour voir une application directe de la responsabilité pénale des personnes morales. Voilà. Et donc, on se voit demain, chers amis. Merci. Merci à vous.